Le 2 décembre 2022, le ministre de l'Intérieur, présenté par le préfet de Mayotte, a ordonné l'évacuation et la démolition de constructions irrégulières sur le territoire de la commune de Koungou à Mayotte. Donc 2 décembre 2022, c'est l'opération Ouamboukou, je ne sais pas si je prononce bien. Alors, cette opération, tendant donc à démolir et à déloger des personnes qui occupent irrégulièrement des terrains, a fait l'objet de recours et il est intéressant d'analyser les décisions de justice qui ont été rendues dans cette affaire. Alors, je ne vais pas présenter la situation à Mayotte, le contexte, parce que ça nous entraînerait très loin, simplement quelques données. Dans les années 70-74, les Comores sont devenues indépendantes. La France, qui était le pays colonisateur, a organisé une consultation de la population et trois des îles ont voté très massivement en faveur de l'indépendance. En revanche, Mayotte, en 1974, a refusé d'accéder à l'indépendance et a souhaité rester dans la collectivité française. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, avait été saisi, c'est une décision du 30 décembre 1975. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel indiquait que Mayotte ne saurait sortir de la République française sans le consentement de sa propre population. Donc le peuple consulté, les Mahorais consultés, en 1974, puis à nouveau en février 1976, ont massivement souhaité rester français. La République des Comores, les trois autres îles, a refusé cette solution, considérant que l'autodétermination valait pour la totalité du territoire. Alors, je n'entre pas dans ce débat parce que c'est une discussion essentiellement d'internationalistes et je ne suis pas compétent. Je crois qu'il y avait des arguments en faveur de cette solution, puis des arguments en faveur du maintien de Mayotte dans la collectivité française, mais toujours est-il que c'est la solution qu'ont choisie les Mahorais. Et donc, finalement, les problèmes d'aujourd'hui résultent de cette décision initiale, puisque la situation à Mayotte, même si elle est à de nombreux égards difficile, est préférable, la situation des personnes, préférable à celle, à la situation des personnes qui vivent aux Comores. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Il y a de nombreux Comoriens qui se rendent irrégulièrement à Mayotte. On estime que Mayotte est peuplée pour moitié de personnes qui sont en situation irrégulière, alors qu'il n'y a pas d'exemple de Mahorais qui se rendent, enfin, par ma connaissance, massivement peupler les Comores. Et comme la République comorienne considère n'a pas accepté le maintien de Mayotte dans la France, considère que Mayotte, ce sont les Comores, eh bien la République comorienne, sommairement, considère que les Comoriens qui vivent à Mayotte sont chez eux. Alors qu'en droit français, c'est le droit français qui m'intéresse, pour entrer sur le territoire français, il y a des règles à respecter. Il faut avoir une autorisation de séjourner qui est réglementée par le CESEDA, le Code sur l'entrée et le séjour des étrangers. Et donc, il y a une masse de personnes qui, à Mayotte, ne remplissent pas ces conditions. Ils sont en situation irrégulière. La situation perdure et simplement, il y a eu des événements graves, une insécurité importante qui conduisent le gouvernement français donc à mener cette opération en décembre 2022. La situation d'insécurité est considérable. Alors,
Je crois que il y a eu des rapports parlementaires régulièrement pour le dire. Je crois que chacun peut en convenir. Après, l'opération qui a été menée consistant donc à déloger ces occupants irréguliers et qui sont en situation irrégulière sur le territoire français a pu susciter la critique de certains. Par exemple, Madame Ouanet, qui a été directrice de l'ARS, Agence régionale de la santé, à Mayotte, donc qui connaît le territoire. Elle a eu, je pense que les agents ne se bousculent pas pour aller travailler là-bas. Elle a eu ce courage, à quelques mois de la retraite, de devenir directrice de l'ARS là-bas. Elle a dénoncé l'opération de destruction menée par le gouvernement français à la fin de l'année dernière. Mais globalement, me semble, hein, les Mahorais sont naturellement très demandeurs de cette opération parce que la situation est devenue très dangereuse pour eux qui sont en situation régulière sur leur île. Voilà donc la situation. Et l'arrêté du préfet qui décide l'opération d'évacuation et de démolition des constructions irrégulières a fait l'objet de recours. Il y a eu des recours devant le juge administratif et de recours devant le juge judiciaire. Le juge administratif, dans un premier temps, donc c'est le juge des référés liberté qui a été saisi d'un recours, et ce juge des référés donc a considéré, a suspendu, c'est une ordonnance du 27 février 2023, suspendu donc l'opération d'évacuation et de démolition en considérant que le préfet n'avait pas prévu des solutions de relogement satisfaisantes pour les personnes qu'on allait déloger, dans l'attente de leur éloignement quand ils sont en situation irrégulière. Ça, c'est une ordonnance du président du tribunal administratif, juge des référés liberté, ordonnance du 27 février 2023. Le juge des référés liberté est saisi en vertu de l'article L521-1 du Code de justice administrative quand il y a une atteinte à une liberté fondamentale et que des mesures urgentes doivent être prises pour faire cesser cette atteinte à une liberté fondamentale, atteinte portée par une autorité administrative. Le référé liberté a été créé par une loi de 2000 qui a réformé les procédures d'urgence, j'y reviendrai. Et cette ordonnance du 27 février 2023, eh bien, le juge des référés est revenu sur elle par une ordonnance du 13 mai 2023. Le 13 mai 2023, le juge des référés qui statue de manière provisoire, il peut revenir sur les décisions qu'il a prises si les circonstances ont changé. Donc, le 13 mai 2023, le juge des référés constate que depuis février, le préfet a pris des mesures de relogement qui le conduisent à revenir sur sa décision d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet. Donc, on a eu deux ordonnances du juge des référés. Une première dans laquelle il dit, voilà, il faut que je suspende l'exécution de la décision du préfet de déloger les personnes qui occupent irrégulièrement des terrains et de démolir les constructions parce que les solutions de relogement qui sont exigées par la loi ne sont pas présentes. Et puis, 2 ou 3 mois plus tard, donc dans l'ordonnance du 13 mai 2023, il constate que le préfet a pris des mesures qui donnent des garanties de relogement. Donc, il suspend l'exécution. Donc, pour le juge administratif, l'opération de destruction des occupations irrégulières et d'évacuation des personnes peuvent se poursuivre. Ça, c'est le juge administratif. Le juge judiciaire, lui aussi, a été saisi. Et le juge des référés du tribunal judiciaire de Mamoudzou, la ville principale de Mayotte, donc le juge des référés du tribunal judiciaire,
a constaté une voie de fait et ordonné au préfet de suspendre l'évacuation des habitations irrégulières et de mettre à disposition des habitants des lieux en cause des endroits de stockage pour la préservation de leurs biens et proposer des solutions de relogement. Donc, le juge judiciaire s'est déclaré compétent en se fondant sur la théorie de la voie de fait, alors que le juge administratif avait été saisi. Et d'ailleurs, le juge des référés judiciaires, qui est un juge unique, bien sûr, a fondé en partie sa décision sur l'existence de l'ordonnance du tribunal administratif du 27 février 2023 en disant, ben voilà, je suis obligé de constater que l'opération menée par le préfet est fragilisée puisque le tribunal administratif l'a suspendue. On aurait pu considérer aussi qu'à partir du moment où le juge administratif s'était prononcé, à partir du moment où le juge administratif s'était prononcé, il n'y avait pas de place pour une décision du juge judiciaire. Mais ce n'est pas ce qu'a considéré le juge judiciaire dans cette affaire. Et cette ordonnance du juge judiciaire, le préfet a fait appel. Il aurait pu d'ailleurs élever le conflit, mais il a fait appel. Et dans un arrêt du 17 mai 2023, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, a considéré qu'il n'y avait pas voie de fait. Par conséquent, le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur cette requête. Le juge des référés n'était pas compétent. Dans son arrêt, la Cour d'appel rappelle la motivation du juge des référés. Là, il dit, voilà, pour l'essentiel, le juge des référés a constaté que l'exécution de l'arrêté préfectoral avait été suspendue par le juge administratif, je vous l'ai dit, le juge des référés judiciaires se fonde sur l'ordonnance du président du tribunal administratif qui avait suspendu l'exécution de l'évacuation, du plan du préfet, puis le juge des référés a considéré que la démolition des habitations voisines était susceptible de fragiliser et de conduire à la destruction des habitations dans la mesure où les différentes constructions sont imbriquées. Si je comprends bien, il était difficile de considérer que les occupants irréguliers avaient un droit de propriété puisqu'ils occupent irrégulièrement les terrains, mais les constructions sont tellement imbriquées que des propriétaires réguliers peuvent, non visés par l'opération de destruction, peuvent voir leur maison fragilisée. Je pense que c'est ça la motivation. Donc, comme je vous le disais, la Cour d'appel a considéré, elle, qu'il n'y avait pas de voie de fait, et donc a remis en cause la décision du juge des référés. C'est donc un arrêt du 17 mai 2023. Alors, dans son arrêt, la Cour d'appel rappelle la jurisprudence relative à la voie de fait. C'est une décision du tribunal des conflits, c'est la décision de principe, décision du tribunal des conflits du 17 juin 2013, Berguen contre Société ERDF Annecy-Le Mans. Alors, quelques mots sur cette décision. Jusqu'à cette décision Berguen de 2013, la voie de fait avait un contenu beaucoup plus large. Le juge judiciaire était compétent pour connaître d'une action de l'administration, alors que normalement, le juge de l'administration, pour simplifier, c'est le juge administratif. Donc, le juge judiciaire était compétent dès lors qu'il y avait atteinte à une liberté ou atteinte au droit de propriété. Atteinte à une liberté, les libertés fondamentales sont très variées. Et par exemple, le Conseil d'État, dans un arrêt de 1935, Action française, avait considéré que la liberté de la presse était une liberté fondamentale. Et s'il y avait atteinte à cette liberté, eh bien, ça pouvait être constitutif de voie de fait si les autres conditions de la voie de fait étaient réunies. Dans sa décision de 2013, Berguen, le tribunal des conflits réduit le domaine de la voie de fait. Auparavant, il y avait voie de fait quand il y avait atteinte au droit de propriété par une action de l'administration, utilisation d'un pouvoir qu'elle ne détient manifestement pas. Désormais,
il n'y aura voie de fait que quand il y a extinction du droit de propriété. C'est beaucoup plus restrictif. Atteinte, extinction. Le juge a déjà considéré, par exemple, que l'empiètement d'un bien public, d'un ouvrage public sur une propriété privée n'était pas une extinction du droit de propriété. Donc, vous voyez, le contenu est très restrictif. Et de la même façon, du côté des libertés, désormais, il n'y a voie de fait, il ne peut y avoir voie de fait quand il y a atteinte à la liberté individuelle étant conçue comme le contraire de l'enfermement. Alors qu'auparavant, il pouvait y avoir voie de fait dès lors qu'il y avait atteinte à une liberté. Liberté de la presse, liberté de circulation, etc. Maintenant, atteinte à la liberté individuelle qui est le contraire de l'enfermement. Pourquoi cette restriction de la voie de fait, donc qui réduit les compétences du juge judiciaire? Pourquoi cette restriction en 2013? Eh bien, ça s'explique par les pouvoirs qu'a mis en œuvre le tribunal administratif dans les ordonnances que je citais à l'instant. En 2000, une loi du 30 juin 2000 a réformé les procédures d'urgence devant le juge administratif. Auparavant, il y avait des procédures, mais assez faibles, et donc le juge administratif n'avait pas les moyens de statuer dans l'urgence. On considérait que le juge administratif pouvait donner satisfaction au justiciable, mais dans longtemps, c'était lent. 6 mois, 1 an, 2 ans, enfin, il y avait un sursis à exécution, mais les conditions étaient restrictives. Et ça pose un problème parce que quand il y avait une atteinte à une liberté, eh bien, le justiciable avait tendance à saisir le juge judiciaire, à tenter de démontrer qu'il y avait voie de fait, parce que l'atteinte à la liberté exigeait des mesures rapides pour faire cesser cette atteinte. Vous comprenez, si par exemple, l'administration retire son passeport à quelqu'un qui veut voyager, cette personne pourra attaquer ce retrait de passeport qui l'empêche de quitter le territoire français. Le juge administratif pouvait lui donner satisfaction dans le délai de jugement, c'est-à-dire 15 mois, 2 ans. Le voyage a déjà eu lieu, vous voyez, aurait déjà dû avoir lieu. Alors que le juge des référés judiciaires pouvait statuer dans l'urgence, immédiatement, d'heure en heure. Et donc, cette difficulté pour le juge administratif de statuer dans l'urgence pouvait fragiliser le juge administratif, mettre en cause sa légitimité. Il peut juger correctement, mais tardivement, c'est inefficace quand il y a urgence. D'où la loi du 30 juin 2000. Et cette loi du 30 juin 2000 crée notamment, ça c'est une création pure et simple, le référé liberté devant le juge administratif. Quand il y a atteinte à une liberté fondamentale et qu'il y a urgence, le juge des référés administratifs, c'est-à-dire le président du tribunal administratif, peut prendre toute mesure pour faire cesser cette urgence, cette atteinte à la liberté fondamentale. Ça n'existait pas avant. Alors, quand ce référé liberté a été créé par la loi du 30 juin 2000, certains ont dit, maintenant, il n'y a plus de place pour la voie de fait. C'est plus nécessaire d'utiliser cette notion pour que le juge judiciaire soit compétent et puisse prendre des mesures dans l'urgence. J'ajoute qu'il y avait un deuxième point, c'est que le juge judiciaire pouvait être saisi dans l'urgence, ce que ne pouvait pas, alors qu'il n'était pas possible de saisir dans l'urgence le juge administratif avant 2000, mais également le juge administratif s'interdisait d'adresser des injonctions à l'administration, c'est-à-dire des ordres de faire quelque chose. Vous avez pris le passeport, je vous ordonne de le rendre. Donc, le juge administratif annulait le refus le retrait de passeport, mais il disait, après, à l'administration de prendre les mesures. Alors que le juge des référés, quand il y avait voie de fait, pouvait statuer dans l'urgence et ordonner, adresser des injonctions à l'administration de faire des choses positives. Je vous ordonne, par exemple, de rendre le passeport à monsieur machin immédiatement afin qu'il puisse prendre son avion. Une loi de 1995 avait reconnu au juge administratif le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration. Ce n'est pas le juge qui s'est reconnu ce pouvoir, c'est la loi qui le lui a reconnu. Mais surtout,
La loi de 95 prévoit surtout une injonction pour exécuter une décision de justice. Mais la loi de 2000, qui crée le référé liberté, confié donc au président du tribunal administratif, lui permet d'agir quand il y a une atteinte à une liberté fondamentale et que des mesures urgentes doivent être prises. Et dans ce cadre, le juge des référés, le président du tribunal administratif, pourra ordonner, adresser une injonction à l'administration. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le président du tribunal administratif de Mayotte, que je citais tout à l'heure, président du tribunal administratif. Il dit voilà, le préfet a ordonné des mesures de démolition, de construction, mais il ne les a pas entourées de garanties prévues par la loi, notamment l'obligation de relogement des personnes qui vont être évacuées. Eh bien, le juge des référés de liberté, saisi en vertu de l'article 521-1 du Code de justice administrative, suspend l'exécution de l'arrêté du préfet et lui ordonne de prendre des mesures pour assurer le relogement, etc. Ça, c'est le référé liberté. Et donc, je vous disais, quand ce référé liberté a été créé par la loi du 30 juin 2000, certains ont dit, dès lors que maintenant le juge administratif a les moyens de prendre dans l'urgence des mesures pour protéger les libertés et la propriété, il n'y a plus de place pour la voie de fait. Alors, dans un premier temps, le tribunal des conflits a dit non, le domaine de la voie de fait et le domaine du référé liberté ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut qu'il y ait une atteinte à une liberté dans la voie de fait, mais par l'usage d'un pouvoir de l'administration qu'elle ne détient manifestement pas. Quand l'administration utilise un pouvoir qu'elle détient mais porte atteinte à une liberté, ça relève du référé liberté créé par la loi du 30 juin 2000. Mais quand l'administration utilise un pouvoir que manifestement elle ne détient pas, donc elle a commis une grave illégalité et porté atteinte à la liberté, c'est le domaine de la voie de fait. Mais c'était assez artificiel. Et progressivement, à partir de 2000, à partir du moment où le juge administratif est devenu capable de statuer dans l'urgence pour protéger les libertés, eh bien, le domaine de la voie de fait, qui a entraîné compétence du juge judiciaire parce que lui était capable de protéger les libertés, ce domaine de la voie de fait s'est réduit. Et l'arrêt Berguen est l'achèvement, l'aboutissement, pratiquement. L'aboutissement complet, ce serait la disparition de la voie de fait, mais ce n'est pas le cas. L'arrêt Berguen dit, ben voilà, maintenant, la voie de fait, qui entraîne compétence du juge judiciaire, ne joue plus que quand il y a extinction du droit de propriété ou atteinte à la liberté individuelle, au sens contraire de l'enfermement. C'est très restrictif. Vous voyez, par exemple, le Conseil constitutionnel avait jugé que le retrait de points sur le permis, qui peut à terme vous empêcher de conduire, ce n'est pas une atteinte à la liberté individuelle. Pourquoi cette restriction opérée par le tribunal des conflits, pour les raisons que je viens de vous donner, c'est que le tribunal des conflits se dit maintenant le juge administratif est capable de protéger les libertés, donc la compétence du juge judiciaire ne se justifie plus. Elle ne se justifie plus que sur ces points de l'extinction du droit de propriété et la liberté individuelle, parce que aussi cela découle de la Constitution. Vous voyez, l'article 66 de la Constitution dispose que l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. C'est d'ailleurs là-dessus que se fondait en partie la voie de fait. Dire voilà, le juge judiciaire est gardien des libertés individuelles. Mais il y a une quinzaine d'années, il y a une décision notamment de 99, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il fallait lire l'article 66 dans sa globalité. Cet article 66 commence par interdire les détentions arbitraires et puis continue en disant l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce droit. Détention arbitraire, vous voyez, c'est l'enfermement. Et donc, à partir de 99, le juge judiciaire a dit, le Conseil constitutionnel, a dit, la Constitution implique la compétence du juge judiciaire pour protéger contre les enfermements irréguliers. C'est ça le contenu de l'expression l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle. Ce n'est pas gardienne de toutes les libertés. À partir du moment où le juge administratif devient capable de protéger les libertés, eh bien, il faut donner pleine application à la Constitution et réduire la compétence du juge judiciaire uniquement à la liberté individuelle, au sens de contraire de l'enfermement, et également à l'extinction du droit de propriété.
Voilà donc la solution donc, rendue par le tribunal des conflits dans la décision Bergouin. La Cour d'appel qui statue donc, dans cette affaire d'évacuation du plan du préfet pour évacuer les occupations irrégulières, la Cour d'appel, dans son ordonnance, rappelle tout simplement, cet arrêt Bergen, 17 mai 2023. C'est l'arrêt de la Cour d'appel. Et donc remet en cause l'ordonnance du juge unique 24 avril 2023, qui, lui, au contraire, avait considéré qu'il y avait voie de fait. Alors, c'est quand même assez étonnant, finalement, que le juge des référés ait commis une telle erreur d'appréciation sur le contenu de la voie de fait. Cette jurisprudence Bergen a 10 ans, la Chambre d'appel la rappelle, dit bah, ici, il n'y a pas d'atteinte au droit de propriété, ce sont des occupants irréguliers, c'est peut-être contestable, hein, mais il n'y a pas de voie de fait. Comment se fait-il qu'il y ait eu une telle erreur? Alors, il y a eu des débats sur la qualité du juge. Le juge des référés est une ancienne vice-présidente du syndicat de la magistrature, et quelques jours plus tôt, le syndicat de la magistrature avait indiqué qu'il s'opposerait à ces atteintes au droit à Mayotte. Et donc la question s'est posée, le juge judiciaire est-il partial? Sous-entendu, il a rendu cette décision décidant qu'il y avait voie de fait pour contrecarrer l'action du ministre de l'Intérieur et du préfet de Mayotte et saboter l'opération tendant à évacuer ces personnes qui occupent irrégulièrement des pays, des terrains. Alors, il n'est pas possible de trancher cette question. Par exemple, dans une interview au Figaro en avril, Jean-Éric Chotel est interrogé sur cette. Le juge judiciaire, le juge des référés, première instance, juge judiciaire, est-il partial? Voilà ce qu'il dit, Jean-Éric Chotel, donc ancien conseiller d'État, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais je suis troublé de voir le syndicat de la magistrature, une semaine avant le début de l'opération One Chou, adresser à ses ressortissants un courriel exposant qu'à Mayotte non plus, l'autorité judiciaire ne sera pas la caution de violation des droits humains. Les collègues ne sauraient être la caution utile d'un gouvernement s'apprêtant à mener une opération qui, par son envergure et ses objectifs, amènera très certainement des violations massives des droits humains sans que l'autorité judiciaire puisse correctement exercer sa mission de protection. M. Chotel ajoute qu'il s'agit là d'une consigne politique et non d'un message syndical. Cette consigne a-t-elle été entendue sur place? Le syndicat de la magistrature y compte-t-il des adhérents disciplinés? Je vous rappelle que le juge des référés est un ancien vice-président du syndicat. D'ailleurs, M. Chotel a dit comment ne pas relever à cet égard que la présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou est une ancienne vice-présidente du syndicat de la magistrature, qu'elle s'est prononcée personnellement, publiquement et de façon très politique contre l'opération Wembouchou, etc., etc. Voilà, donc M. Chotel, qui est un ancien conseiller d'État, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, se pose la question. Moi, je n'ai pas de réponse. C'est quand même étonnant qu'il y ait eu une telle erreur d'appréciation. Vous voyez, sur l'évolution de la jurisprudence sur la voie de fait, qui a corrigé très facilement la chambre d'appel. En tout cas, le Conseil supérieur de la magistrature a publié un communiqué dénonçant les attaques visant le juge sur son appartenance syndicale, en estimant que c'était contraire au principe, à la liberté syndicale. Donc le Conseil supérieur de la magistrature a défendu le juge des référés mis en cause par certains. C'est assez d'ailleurs, la jurisprudence en la matière est assez figée, assez bien établie. Il n'est pas possible de mettre en cause la responsabilité disciplinaire d'un magistrat en vertu du contenu des décisions qu'il rend. C'est ce que rappelle le Conseil supérieur de la magistrature. La décision de justice est sacrée, même si en l'occurrence il s'agit d'une décision provisoire. En revanche, il y a quelques semaines, quelques mois, un magistrat a été sanctionné d'un déplacement d'office par le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'il avait critiqué. Or,
décisions. Hein, il ne rendait pas des décisions, il s'exprimait en tant que citoyen, et je crois aussi d'ailleurs un représentant syndical lui aussi, critiquait le laxisme de ses collègues dans certaines affaires. Là, il a été sanctionné d'un déplacement d'office. Voilà donc les grandes lignes. Donc, à partir du moment où la Chambre d'appel a rendu sa décision, revenant sur la décision rendue en premier lieu par le juge des référés judiciaires, la Chambre d'appel estimant qu'il n'y avait pas loi de fait, l'opération menée par le préfet d'évacuation pouvait reprendre, mais des semaines avaient été perdues et rendant donc encore plus difficile une opération qui ne résoudra qu'une partie des problèmes, parce qu'ensuite, il faudra que ces personnes qui sont en situation irrégulière quittent le territoire français tant qu'ils n'ont pas de documents leur permettant d'y séjourner.